Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre ce matin l'examen du projet de loi Hulot, un texte qui a occupé le Sénat ces 2 derniers jours et qui a pour objectif de cesser l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en France d'ici à 2040. Un texte dont l'examen a été largement éclipsé par la polémique ces 2 derniers jours autour du recul de Nicolas Hulot sur le nucléaire. Néanmoins, ce texte a été un autre mauvais moment à passer pour le ministre dans l'hémicycle. Le ministre qui a jugé que le Sénat avait profondément dénaturé le texte, qui a dit sa tristesse, sa déception autour de ce projet de loi. En effet, les sénateurs, la droite sénatoriale, a ajouté de très nombreuses dérogations pour pouvoir permettre l'exploitation d'hydrocarbures en France au-delà de 2040. Notez toutefois que ce projet de loi avait une valeur avant tout symbolique, puisque la France ne produit qu'1% de sa consommation nationale en matière d'hydrocarbures. Tout de suite donc, retour au débat des sénateurs au temps fort, notamment l'article 1 et l'article 2. Nous passons à la discussion de l'article 1. Il y a des paroles qui ont été demandées. Monsieur Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Nous arrivons au cœur de ce projet de loi hautement symbolique et qui passe la France en accord avec ses engagements pris lors de la COP 21. Son article 1er, qui interdit l'obtention de titres miniers au-delà de 2040, se veut un message clair sur l'urgence d'une transition énergétique et la fin d'une dépendance exclusive aux produits pétroliers. C'est un beau message pour nos enfants qui attendent de nous des mesures courageuses. Je regrette cependant les dernières évolutions qui ont rendu ce projet de loi trop timide. D'un symbole fort et attendu, nous dérivons vers des dispositions souvent floues et aléatoires. Il n'y a pas d'avenir dans la prospection de produits carbonés. Nous devons l'acter et concentrer la recherche vers d'autres ressources et d'autres pratiques plus vertueuses. Je parlais de dérive, alors qu'aucune nouvelle autorisation ne devait pouvoir être attribuée. De multiples exceptions ont été ajoutées au nom de la préservation des droits acquis, c'est-à-dire le droit des concessionnaires de faire de l'argent pour faire de l'argent, indépendamment de toute considération environnementale, écologique ou sanitaire. Le permis ou la concession pourront être octroyés ou prolongés jusqu'en 2040. Contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial, il n'y a plus d'extinction progressive, puisque l'ensemble des concessions arriveront à échéance la même année, soit dans 23 ans alors que l'urgence est là. Pire encore, des concessions pourraient être octroyées au-delà de cette limite. Si les concessionnaires démontrent que la rentabilité et non le seul équilibre économique n'est pas avéré à cet horizon. De quel équilibre parle-t-on? Le seul équilibre qui puisse s'entendre est celui de notre planète. Cet équilibre-là ne se monnaie pas. Des concessions nouvelles pourront également être octroyées dans le cadre du droit de suite qui permet qu'un permis de recherche donne droit ensuite à un permis d'exploitation. Les 33 titres de recherche en cours pourront donner lieu à autant de concessions et les 62 concessions en cours de validité pourront être prolongées. Autant d'exceptions qui dénaturent ce projet de loi. Nous le regrettons profondément car nous en partageons l'ambition première. Soyons courageux, osons tourner la page, il le faut maintenant. Nous devons respecter nos engagements et donner l'exemple. Merci, Monsieur Gontard. La parole est maintenant à Monsieur Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous en venons maintenant aux dispositions concrètes de ce projet de loi qui marque un pas symbolique vers la fin de l'exploitation des énergies fossiles. Ainsi, de nouvelles règles sont définies, et notamment l'interdiction de nouvelles concessions minières ou droits exclusifs de recherche après 2040. Ces objectifs, nous pouvons les juger audacieux ou non, mais de toutes les manières, soyons clairs, ils sont extrêmement fragiles avec la signature par le Conseil de l'Union européenne du CETA et sa mise en œuvre provisoire au 21 septembre dernier, le Président de la République ayant fait le choix de ne pas opposer son veto. Pourtant, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, les conséquences du CETA seront désastreuses. Ainsi, le CETA pourrait permettre de nouveaux investissements dans les sables bitumineux canadiens qui non seulement augmenteraient les émissions de gaz à effet de serre, mais pourraient stimuler l'importation de ce pétrole très énergivore et peu écologique en Europe. Nous importerions donc un hydrocarbure dont la nocivité est pourtant avérée et reconnue. Par ailleurs, et plus fondamentalement, le mécanisme dit de cours des investissements introduits par le CETA pourrait permettre aux entreprises de contester des politiques climatiques d'intérêt public
si elles contreviennent à leur intérêt. Ainsi, le CETA précise que peuvent être contestées les décisions des États qui enfreignent le traitement juste et équitable, constituant une expropriation indirecte d'une entreprise ou frustrent leur attente légitime. Le projet de loi que nous examinons entre très directement dans ce cadre au nom des droits acquis. La seule manière de se prémunir contre ce type de procédure est de se mettre hors de portée de la libre interprétation des juges et d'exclure clairement certains secteurs du champ d'application du système d'arbitrage. C'est le cas dans le CETA pour toutes les politiques liées aux subventions ou à la stabilité financière, mais pas des politiques visant à réduire les gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'avait recommandé le Parlement européen en 2015. Nous le regrettons, car il est évident que les entreprises n'hésiteront aucunement à saisir le tribunal d'arbitrage pour faire condamner la France. Il est alors temps de prendre toutes nos responsabilités, Monsieur le Ministre, et de faire entendre une voix forte de la France pour refuser la mise en œuvre du CETA qui dit vide de substance ce projet de loi. Monsieur Jean-Louis Masson a la parole. Projet de loi part d'un bon sentiment qui est de réduire le gaz à effet de serre. Mais globalement, interdire l'extraction de 1% du pétrole que nous consommons en France ne contribuera pas à réduire l'effet de serre. Ce projet de loi me fait penser aux Luxembourgeois. En Moselle, nous avons une centrale nucléaire, c'est la centrale de Cattenom, et les Luxembourgeois sont vent debout contre la centrale nucléaire de Cattenom, font régulièrement des manifestations contre la centrale nucléaire de Cattenom, et dans le même temps, ils achètent à la France de l'électricité qui est produite avec la centrale nucléaire. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose. On va dire, finalement, on donne l'exemple à tout le monde, on cesse d'exploiter du pétrole, mais finalement, on continue à en acheter. Je crois que si on veut être crédible, ce qu'il fallait, c'était cibler la consommation, d'où que ça vienne, d'où que vienne le pétrole, qui vienne de France, qui vienne de l'étranger, mais cibler le fait de produire en France du pétrole, quelques gouttes de pétrole en France, et se donner bonne conscience. Moi, je trouve, Monsieur le Ministre, que c'est quand même, je ne veux pas être trop dur avec vous, mais c'est quand même un peu se donner bonne conscience pour pas cher. Et je dis, ça ressemble aux Luxembourgeois, qui se battent contre la centrale nucléaire de Cattenom, mais qui achètent de l'électricité d'origine nucléaire à la France. On risque de faire un peu la même chose. La parole est maintenant à Monsieur Hervé Moret. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues. Quelques mots pour vous dire qu'alors que nous allons entamer l'examen de ces articles avec un certain nombre de mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous accueillons ce texte avec un a priori plutôt favorable, même si, comme cela a déjà été dit, nous trouvons que nous sommes dans un texte qui est essentiellement un texte symbolique. Naturellement, ça a été là aussi évoqué, l'exploitation d'hydrocarbures en France, c'est 1% de la consommation de ces hydrocarbures. Donc on voit bien qu'en tant que tel, c'est pas avec cette mesure que l'on arrivera à une société décarbonée à horizon 2050. En même temps, ce texte va dans le bon sens puisqu'il faut bien prendre un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre l'accord de Paris, signé il y a maintenant près de 2 ans. Mais il faut, et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre d'État, dans le même temps, pour arriver à atteindre cet objectif, et c'est les objectifs fixés par la COP21 et par la loi de transition énergétique, il faut accélérer sur tout ce qui concerne les économies d'énergie, parce que là encore, les énergies les moins polluantes sont ce sont les économies que l'on fait qui permettent d'avoir le moins d'émissions en termes de CO2, et puis également accélérer sur le déploiement des énergies nouvelles, des énergies renouvelables. Il faut absolument que l'objectif de 40% d'énergie renouvelable dans la consommation à horizon 2040, il faut que cet objectif il soit tenu. Donc ce texte, c'est pas la pierre angulaire que certains ont citée, mais je pense que c'est quand même une brique parmi d'autres pour aller dans cette direction sur laquelle la France s'est engagée avec beaucoup de détermination et de courage il y a 2 ans. Et puis je crois que, j'espère en tout cas, que ce texte permettra de montrer le chemin à d'autres pays.
Vous avez cité tout à l'heure le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui seraient en train de s'engager dans cette voie. Malheureusement, on sait que dans le même temps, d'autres pays sont plutôt dans une démarche contraire. On a vu récemment les positions de l'Australie. Je ne parle pas, bien sûr, des États-Unis, mais l'Australie fait plutôt machine arrière actuellement. Donc j'espère que la COP23, à laquelle vous allez participer la semaine prochaine, permettra de faire en sorte qu'un certain nombre d'États nous rejoignent dans cette détermination à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures, parce qu'il n'y a qu'à cette condition que, effectivement, le texte que vous proposez aujourd'hui et pour lequel nous avons encore une fois un a priori positif pourra être vraiment utile. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Cardou. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. J'aurais tendance à dire que le texte tel qu'il nous est proposé par le gouvernement est une spécialité bien française que je qualifierais en deux termes, affichage et autoflagellation. Affichage, ça me paraît évident. On veut prouver aux Français que nous arriverons dans notre pays à limiter la production de gaz à effet de serre en supprimant la production d'hydrocarbures française qui représente 1% de sa consommation. C'est vraiment communication et affichage. Autoflagellation. En adoptant ce texte tel qu'il était présenté, on va se priver d'un certain nombre d'atouts fondamentaux, atouts à la fois environnementaux et aussi économiques. Alors, atouts environnementaux, on l'a déjà cité, plusieurs orateurs l'ont dit, que les hydrocarbures français produisent 3 fois moins de gaz à effet de serre, sont chargés 3 fois moins en carbone que ceux que nous importons. Et suivant les prévisions du gouvernement, en 2040, ces hydrocarbures français représenteront 10% de nos consommations. Donc nous allons importer des gaz, des hydrocarbures qui seront plus polluants que ceux que nous produisons. Deuxième conséquence environnementale, on occulte totalement les productions collatérales, que je qualifierais ainsi, en particulier la production d'eau chaude, qui économise fortement d'énergie, en particulier en permettant de développer des cultures maraîchères dans certains secteurs, dans le sud-ouest, avec de l'eau chaude qui résulte de l'extraction, de pratiquer du chauffage urbain dans certaines zones de HLM, et ça, ce sont des phénomènes d'économie d'énergie qui compensent la production d'hydrocarbures. Et puis, les deux éléments que je soulignerai en matière économique, on va se priver, tout au moins partiellement, de la recherche française, de la recherche dans les sous-sols de notre pays nous sommes actuellement dans une situation où nous n'avons pas tout exploré et on peut se priver de prolongements économiques importants, d'emplois qui en résultent. Et puis, dernier élément, bien sûr, les emplois qui sont liés aux entreprises d'extraction, mais aussi les produits que les collectivités d'accueil encaissent de par ces entreprises d'extraction, et au moment où les collectivités locales sont bien malmenées de tous les côtés, leur montrer que dans un certain nombre d'années, on va encore leur couper une ressource qui n'est pas négligeable est aussi un mauvais signal. Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, j'estime que l'article 1, tel qu'il est présenté par la Commission, corrige une partie de ces dérives et que j'y suis tout à fait favorable. Bien, merci. La parole est à Monsieur Ronan Dantec. C'est toujours un plaisir d'intervenir après notre collègue Cardou. J'imagine quand même que dans cet hémicycle, il n'y a pas un seul sénateur ou sénatrice qui a compris que le but de cette loi, c'était de baisser de 1% notre consommation d'hydrocarbures en 2040. On est bien d'accord. Tout le monde a bien compris que ce qu'on jouait avec cette loi, c'était la position de la France dans les négociations européennes sur la baisse du charbon en Pologne, sur la baisse du charbon en Allemagne, et qu'on n'allait pas être en capacité d'aller voir demain les Polonais pour qui le charbon est un socle économique bien plus important que les hydrocarbures pour nous, en leur disant « vous allez rire, vous allez baisser votre consommation de charbon dans un temps court ». Mais nous, on garde nos hydrocarbures, alors que c'est pourtant epsilon dans l'économie française. Donc c'est bien de ça dont on parle. On parle bien de notre responsabilité collective de parlementaires, de mettre la France en situation de participer à la négociation. La COP vient de s'ouvrir pour que le reste de l'Europe, je ne parle même pas du reste du monde, que le reste de l'Europe se mette en situation de baisser dans les toutes prochaines années ses émissions de gaz à effet de serre et que nous n'amènerons pas les Polonais et les Allemands et quelques autres pays à un effort considérable si nous-mêmes, nous ne faisons pas un petit effort. Parce qu'à l'échelle de l'économie française, c'est un tout petit effort. Et je suis quand même très surpris par l'approche
assez par le petit bout de la lorgnette d'un certain nombre d'interventions. Donc l'enjeu de notre discussion, c'est la position de la France dans la négociation internationale. Il faut essayer quand même d'être un peu dans le vrai monde et pas uniquement sur des approches localistes. Néanmoins, ce qui est redoutable dans la discussion qu'on a, c'est qu'effectivement, un certain nombre de territoires sont impactés, et sont impactés réellement par ce que nous allons décider aujourd'hui. Le mien en premier. J'ai une raffinerie, j'étais avec le directeur de la centrale de Cordemeyer pour voir comment on peut raconter l'histoire sur une centrale charbon qui ne fera plus de charbon dans les 5 ans, et donc on est impacté. Mais si on reste dans la défense chacun de nos territoires, ce qui peut apparaître légitime, eh ben, on condamne tout simplement Saint-Martin. Parce que le tourisme à Saint-Martin, ils peuvent rebâtir une fois après un ouragan, ils ne rebâtiront pas 3 fois. C'est l'ensemble du tourisme des Antilles, des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître dans les toutes prochaines années. C'est un certain nombre de nos territoires, ça a été dit, qui vont être submergés. C'est notre agriculture dont le modèle économique ne survivra pas. C'est ça notre responsabilité. Donc il faut mettre la France en situation de force. Mais malheureusement, les trous dans la raquette, avec ce qu'a fait le Sénat en détricotage, fait que la France n'est pas, à ce stade, en situation de force dans cette négociation internationale vitale. Merci. Donc nous passons à la discussion de... Ah oui, il y a Madame la Présidente a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux vous dire qu'on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous face à ce que vous appelez un enjeu universel. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette commission a examiné ce texte de loi, en y apportant certes quelques modifications, quelques amendements, mais qui ne modifient pas le sens de cette loi et la portée de votre loi. Nous sommes d'accord avec vous sur l'urgence climatique, nous sommes d'accord avec vous pour enterrer les vieilles lunes qui doutent et qui seraient sceptiques par rapport aux enjeux qui sont des enjeux planétaires. Nous sommes peut-être même d'accord avec vous sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures à terme. Nous sommes d'accord avec vous sur la transition écologique et sur les formidables opportunités, y compris économiques, que cela représente pour notre pays et pour l'Europe. Mais, Monsieur le Ministre, aidez-nous. Car dans toutes les grandes déclarations que nous avons entendues cet après-midi, des uns et des autres, et sur l'ensemble de ces bancs, sur tout cet enjeu universel, moi je vous demande de nous aider maintenant, de nous aider par des actes maintenant. Aidez-nous à développer l'énergie hydraulique dans notre pays, car le stockage d'électricité aujourd'hui est un stockage hydraulique et nous n'arrivons plus à faire d'hydraulique dans notre pays et nous fermons GE hydroélectrique à Grenoble parce que nous ne pouvons plus faire de turbines. Aidez-nous en permettant aux agriculteurs ou aux collectivités à faire des méthaniseurs avec des délais plus courts, avec moins de normes, avec plus d'efficacité, avec des financements que nous allons trouver. Aidez-nous en permettant de baisser la consommation d'énergie et en ne retirant pas du projet de loi de finances 2018 des avantages fiscaux pour les changements des portes et des fenêtres. Aidez-nous en permettant aux organismes de HLM de garder les financements possibles pour permettre la rénovation des logements les plus énergétivores, qui sont habités d'ailleurs par les plus modestes d'entre nous. Aidez-nous à aller au-delà des recours des multiples associations écologistes locales qui se dressent contre l'éolien. Aidez-nous, Monsieur le Ministre, pour de vrai. Parce que pendant qu'on vote des symboles dans cet hémicycle, il y a des entreprises, il y a des industriels qui ferment. Moi, j'ai une centrale thermique qui ferme à Porcheville et c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il n'y a pas de transition écologique aujourd'hui. Donc, on a parfois dans les territoires, comme l'a dit Monsieur Dantec, des vrais drames. Donc, aidez-nous concrètement par des lois, par un pouvoir de persuasion auprès de vos collègues du gouvernement pour que les belles phrases, les beaux symboles que nous allons voter aujourd'hui se traduisent dans des actes ici au Parlement. Bien, nous passons à la discussion des amendements sur cet article 1. Il y a 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 2 amendements identiques, le 58 rectifié bis. Monsieur Courteau le défend. Monsieur le Président, oui, la Commission des affaires économiques a introduit une nouvelle catégorie d'hydrocarbures, les hydrocarbures destinés à un usage non énergétique, permettant d'élargir le champ des dérogations à l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. Nous nous interrogeons, Monsieur le Ministre, sur la portée de cette modification. Il s'agit, le plan climat que vous avez présenté le 6 juillet
dernier comporte un volet consacré à la sortie progressive de l'exploration et de la production des hydrocarbures en France. Il s'agit d'un choix politique, celui de renoncer volontairement à exploiter des réserves d'énergie, et cela constitue effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, un changement de paradigme. En permettant que les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux hydrocarbures destinés à un usage énergétique, on stoppe l'ambition du projet de loi visant l'arrêt définitif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en élargissant le champ des dérogations qui pourraient se multiplier. Et dans le même temps, l'on permet la poursuite de la recherche et de l'exploitation dans notre sous-sol d'hydrocarbures liquides ou gazeux pour des usages non énergétiques. Par ailleurs, force est de le souligner que le projet de loi prend déjà en compte les possibilités de reconversion des sites pour valoriser d'autres activités comme le gaz sulfuré du site de Lac ou d'autres énergies renouvelables. Or, à entendre certains, l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures condamnerait la géothermie. À ce que je sache, les activités de géothermie en France ne font l'objet d'aucune interdiction. En 2013, la ministre de l'Écologie, Delphine Batho, a signé 2 permis exclusifs de recherche de gîtes géothermiques qui ont été suivis de nombreuses autres demandes de titres d'exploration. Fin mars 2015, un fonds de garantie dénommé le GEODEP a été créé pour encourager le développement de la géothermie. La fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures ne devrait donc pas se traduire par la remise en cause des activités de géothermie largement soutenues en France. Et nous pensons que les exceptions doivent demeurer limitées et être strictement encadrées. Elles ne doivent pas devenir la règle. Tel est le sens de l'amendement que nous vous soumettons. Bien. Amendement numéro 104, monsieur du gouvernement, monsieur le ministre. Amendement identique. Hein. Défendu, il est défendu. Excusez-moi, Monsieur le Président, parce que d'abord, si vous m'autorisez peut-être juste à répondre à Madame la Présidente, dont j'ai entendu un cri du cœur et un appel à l'aide que je vous renvoie en écho, parce que je vous demanderai également, en temps utile, de m'aider pour effectivement qu'on change d'échelle, parce que j'en suis intimement convaincu. D'ailleurs, honnêtement, si je ne l'étais pas, je serais beaucoup plus mal à l'aise pour défendre la loi. Je l'ai dit, il y a un potentiel économique, il y a un potentiel de gisement d'emploi, mais il va falloir voir les choses en grand. Si on y va en saupoudrage, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé au Président de la République de me donner l'autorisation de travailler, pas simplement mon ministère, avec l'ensemble des ministères, le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, le ministère de la Recherche, sur un grand plan, pour changer totalement d'échelle, parce que je pense que c'est la seule manière, effectivement, de convaincre. Et ils vont en faire la démonstration. Donc ça va prendre quelques mois. Je présenterai ce plan au premier trimestre de 2018. Il va falloir que nous soyons ingénieux, créatifs, que nous utilisions le grand plan d'investissement, que nous regardions avec la Caisse des dépôts, avec la Banque publique d'investissement, avec le plan Juncker, mais même au-delà. Parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas simplement de la dépense et de l'investissement, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, l'énergie qu'on ne va pas dépenser, c'est de l'énergie et de l'argent qu'on va économiser, l'énergie qu'on ne va pas importer, c'est de l'argent qu'on va économiser, et ainsi de suite. Donc oui, vous avez raison, la meilleure manière pour moi d'en faire la démonstration, mais je n'ai pas la prétention et de dire que je vais y arriver tout seul, mais ça va être un travail effectivement collectif, et à un moment ou à un autre, effectivement, nous aurons également besoin de ce soutien quand nous pourrons finaliser ça. Donc en tout cas, merci pour cette approche très constructive. Sur les 2 amendements qui méritent simplement de notre part une réponse commune et pour lesquels le gouvernement est favorable, simplement dire que les dispositions qui ont été adoptées en commission des affaires économiques du Sénat, qui effectivement visent à exclure du projet de loi le cas des hydrocarbures qui seraient utilisés pour un usage non énergétique,
le code minier ne prévoit pas la notion d'usage lorsqu'il délivre une autorisation d'extraction d'une substance. Et donc, de notre point de vue, cette disposition serait donc très difficile à mettre en œuvre et donc, par voie de conséquence, pourrait détourner tout l'esprit du texte. Et par ailleurs, au-delà des évolutions prévisibles vers une économie circulaire et vers des bioplastiques, je pense qu'il serait nécessaire de faire préalablement le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour ces usages non énergétiques qui, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas totalement nuls, loin de là. Donc l'amendement proposé permet de revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement y est favorable pour les deux amendements. Oui. Donc il est défendu et présenté en même temps, Monsieur le ministre. Très bien. Donc Madame, sur Monsieur le Président. On continue. La discussion commune n'est pas finie. Il y a deux amendements identiques. On continue la discussion des 5 amendements en discussion commune. La parole est à Monsieur Labbé, je suppose, pour le 42 rectifié. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement rétablit la rédaction des projets de loi votés à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la possibilité de continuer à exploiter les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes à un gisement de substances non énergétiques faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mine. La Commission des affaires économiques du Sénat a élargi cette dérogation à l'exploitation des hydrocarbures connexes à d'autres usages du sous-sol. Considérant que l'extension de la dérogation réduirait considérablement l'objectif premier du projet de loi, cet amendement vise à circonscrire la dérogation aux seules substances non énergétiques, à l'exclusion des autres usages du sous-sol. Et pour la présentation du 60 rectifié bis, Monsieur Courteau, encore? Oui 60. Oui. Donc, Madame Artigalas, oui. À vous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président de la Commission, cet amendement s'inscrit en cohérence avec l'amendement numéro 57 de notre groupe que Roland Courteau vient de défendre. Nous souhaitons rétablir la rédaction adoptée par les députés qui prévoyait des dérogations permettant de poursuivre l'exploitation de gisements de substances connexes non énergétiques contenues dans les hydrocarbures liquides ou gazeux. La rédaction telle qu'adoptée à l'Assemblée nationale prévoyait que ces hydrocarbures ainsi extraits seraient strictement limités à un usage local sans pouvoir être injectés dans des réseaux de transport ou de liquéfaction. Précisément, la version de l'Assemblée nationale donnait la possibilité aux titulaires d'une concession d'hydrocarbures exploitant un gisement connexe aux hydrocarbures ou valorisant un produit non hydrocarbure, le soufre du site de Lac par exemple, de faire une demande de conversion de sa concession d'hydrocarbures en concession portant sur une substance non énergétique. Dans ce cas, le titulaire du titre minier devait faire la démonstration à l'autorité administrative de la connexité des deux ressources et de la viabilité économique de l'exploitation du gisement de l'autre ressource. Les dérogations à l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures étaient donc strictement encadrées. Or, la Commission des affaires économiques a nettement élargi le champ des dérogations en permettant d'intégrer ce type d'hydrocarbures dans un processus industriel et en limitant aux seuls hydrocarbures gazeux la stricte valorisation locale. Notre amendement vise à revenir sur l'extension des dérogations possibles et à maintenir un encadrement strict de celles-ci. Merci. Dernier amendement en discussion commune, le 43 rectifié. Monsieur Labbé. Oui, la Commission des affaires économiques du Sénat a limité l'obligation de la valorisation locale des hydrocarbures connexes aux seuls hydrocarbures gazeux. Il convient de limiter l'exploitation des hydrocarbures connexes, qu'ils soient liquides ou gazeux, à une valorisation strictement locale afin de préserver l'esprit du projet de loi qui vise à la fin progressive de l'exploitation des hydrocarbures. Ce présent amendement vise donc à revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale sur ce point. Madame le rapporteur, pour cette série d'amendements, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur les amendements 58 et 104 qui sont identiques,
Je rappelle que lorsqu'ils sont utilisés comme matière première, les hydrocarbures n'ont pas d'impact sur le réchauffement climatique puisque l'utilisation finale du produit dans lequel ils sont incorporés ne suppose pas de combustion et donc n'émet pas de gaz à effet de serre. Les exemples de débouchés sont très nombreux, je n'y reviendrai pas, mais il faut simplement rappeler qu'en 2016, la pétrochimie a consommé en France métropolitaine environ 11% de l'ensemble des produits pétroliers en tant que matière première. Alors, le gouvernement avance deux objections. La première, que le code minier n'examine pas l'usage d'une substance lorsqu'il en autorise l'extraction et que cette disposition serait par conséquent très difficile à mettre en œuvre. Alors, sur le premier argument, c'est une évidence. Le code minier n'examine pas les usages tant que le législateur n'en décide pas autrement. Et c'est ce que nous faisons ici. Quant à la difficulté pratique, elle est parfaitement surmontable. D'une part, il est des cas où l'usage non énergétique peut être attesté sans aucune difficulté en raison de la nature même de l'hydrocarbure. C'est notamment le cas de certains champs pétroliers pour lesquels le brut est assez lourd et sera essentiellement dédié à la fabrication de bitume. D'autre part, pour les cas où la nature de l'hydrocarbure n'en restreindrait pas l'usage à des finalités non énergétiques, une traçabilité pourrait être organisée sans difficulté par la filière, par exemple via un système de certification ou de labellisation. La seconde objection du gouvernement consiste à laisser penser d'une part que les progrès de l'économie circulaire et des bioplastiques permettraient de nous passer de tous les produits tous les sous-produits du pétrole à l'horizon 2040, ça me paraît plutôt utopique, et d'autre part à plaider pour une évaluation préalable du bilan carbone de ces usages non énergétiques. Or, ces usages ne sont pas plus émetteurs de gaz à effet de serre que d'autres activités de transformation industrielle et dès lors, faudrait-il renoncer à toute activité industrielle? C'est donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Sur l'amendement 42, donc, je crois qu'il confond plusieurs notions introduites ou clarifiées dans le texte de la Commission, puisque dans le premier alinéa, il supprime l'une des références, mais une seule, aux hydrocarbures à finalité non énergétique, et le deuxième rétablit en partie la rédaction de l'Assemblée nationale en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, que nous avons étendu d'une part pour qu'elle puisse trouver à s'appliquer aux hydrocarbures liquides connexes et pas seulement au gaz de lac, et d'autre part en visant l'exploitation du gîte plutôt que la seule valorisation des substances pour ouvrir la dérogation à des activités de géothermie. Et je m'étonne sur ce dernier point que les auteurs de l'amendement ne soient pas favorables au développement de la géothermie. Donc c'est un avis défavorable sur l'amendement 42. Les amendements 60 et 43, pour les mêmes motifs, c'est également des avis défavorables. Avis du gouvernement ? Donc sur les amendements 58 et 104, pardon, je m'étais exprimé par avance, donc le gouvernement y est favorable. Sur l'amendement 42, pour les mêmes raisons, le gouvernement y est favorable. Je voudrais ajouter quand même que la fabrication des plastiques vierges à partir de pétrole, contrairement aux idées reçues, c'est quand même fortement consommateur d'énergie, ça génère des émissions de gaz à effet de serre, et qu'effectivement, il vaut mieux préférer le recyclage qui est beaucoup mieux. Pour donner un ordre de grandeur, une tonne de plastique recyclé, c'est 2,5 tonnes de CO2 qui est économisé. Donc voilà, amendement 42, donc nous y sommes favorables. Sur l'amendement 60, on y est favorable sur le fond, mais on préférait un retrait au profit de l'amendement 42 qui nous semble mieux rédigé. Et enfin, sur l'amendement numéro 43, le gouvernement, pour les mêmes raisons, y est favorable. Bien, nous allons donc procéder au vote. Les deux amendements identiques, 58 rectifié bis et 104 soumis au vote. Ah, des explications de vote ? Oui. Madame Cartron. Oui, Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire une explication de vote qui est un peu globale, puisque l'esprit de ces amendements est d'ouvrir la porte à des dérogations et donc, comme l'a dit Monsieur le Ministre, à affaiblir le sens de cette loi. Mais je vais être plus précise, parce que Madame la rapporteure a parlé d'un exemple qui se situait sur le bassin d'Arcachon, et donc je suis élue de la Gironde, et donc bien sûr je connais bien la commune de La Teste,
l'Est qui est concerné. Et le projet qui est soi-disant évoqué est un projet qui est encore dans les cartons, qui serait soi-disant la création d'un écoquartier. Et donc je pense que, comme l'a dit Monsieur le Ministre, le but aussi de cette loi, c'est d'ouvrir l'imagination et d'ouvrir des réponses plus innovantes. Et si on a trouvé pour un futur écoquartier qui est encore en gestation comme solution de chauffage que de s'appuyer sur, encore une fois, l'extraction des hydrocarbures, je pense que le fait de ne pas justement donner suite à ce type de dérogation va permettre que cet écoquartier qui pourrait voir le jour à la Teste soit encore plus innovant et s'inscrive encore plus dans ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la limitation de ce réchauffement climatique. Donc, je voterai bien sûr ces amendements qui permettent de redonner du sens à la loi telle que voulue par Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur Courteau, pour explication de vote. Oui, à mon tour de dire que je persiste. Les dérogations doivent être limitées et encadrées, comme cela a été prévu pour le gaz sulfuré de lac. Si ces dérogations devaient devenir la règle, la portée et l'ambition de ce texte seraient réduites particulièrement. Et dès lors, à quoi bon légiférer si c'est pour ne rien changer et poursuivre la recherche dans notre sol des hydrocarbures? Bref, ne multiplions pas les coups de canif comme ça à ce texte, c'est trop important. Bien, on continue. Monsieur Berry-Debat. Non. Et Monsieur Gay. Oui, sur ces 5 amendements que nous voterons aussi avec le groupe CRCE. Je fais vite, mais il est toujours bon, quand on a une bataille d'amendements comme ça, qu'on replace le contexte politique. Si nous voulons limiter le réchauffement climatique, je ne reviens pas sur l'urgence, tout ça, on en a beaucoup évoqué dans la discussion globale. On le sait, ce n'est pas le seul point, mais on sait qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Sinon, nous n'y arriverons pas. Et donc, ce texte, comme il nous est présenté, ouvre plusieurs portes pour que déjà, nous, je sais qu'on n'est pas majoritaire, mais je le redis, on pense que 2040, c'est déjà trop tardif. C'est 22 ans. 22 ans. Mais là, on ouvre porte sur porte, dérogation sur dérogation, et finalement, là où on devrait tout mettre en œuvre, parce qu'on devrait se fixer une date collectivement pour se dire, à ce moment-là, ça suffit. Il faut maintenant investir massivement pour imaginer le futur, imaginer le demain. Et bien là, on se dit, bon, finalement, il y a ce projet de loi. Ceux qui ne le portent pas disent c'est symbolique et ouvrent plusieurs portes. Ça, c'est sûr que s'il reste en état, il sera extrêmement symbolique. Ça, je ne vous le fais pas dire. Mais on se dira que 2040, finalement, bon, on pourra continuer à exploiter les hydrocarbures si ce n'est pas pour les énergies. On va avoir des amendements sur maintenant repousser en 2050, tout ça. Donc nous, sur ces 5 amendements, nous serons favorables et nous voterons pour. Et je crois qu'il faut bien qu'on veille à chaque fois à se redonner quel est l'objectif dans le futur. Si on le laisse en état, on n'y arrivera pas. Bien, Monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis très gêné par cette proposition de loi. Je suis élu local, que Françoise Férat le rappelait, sur un territoire où on vit avec les pompes personnellement autour de chez moi, où j'habite en pleine campagne, entouré par des puits de pétrole depuis plus de 30 ans. Et on voit bien les activités que ça peut générer avec des camions qui passent régulièrement, des investissements qui sont faits, des améliorations sur le pipeline qui va jusque Nangy pour les produits qui sont extraits de ce sol-là. Et tout ça, ça se passe en bonne intelligence. Et c'est une économie locale. C'est une entreprise de plus de 75 emplois qui va être détruite. Pour un grand plan d'investissement que vous avez proposé, très bien, mais c'est au jour d'aujourd'hui une innovation destructrice plutôt que constructrice. Et c'est là où cette proposition de loi me gêne. Elle serait venue après des propositions d'investissement du XXIe siècle. On pouvait l'expliquer à nos concitoyens, tandis que sur le terrain, quand je vais rentrer dans la Marne avec Françoise Férat, nous allons expliquer qu'on va détruire les emplois qu'on a bien du mal à trouver en milieu rural, parce que ça se passe en milieu rural, ça ne se passe pas en ville. Ce sont des emplois en plein milieu rural que l'on va détruire.
j'attire votre attention, parce que demain, sur les méthaniseurs, c'est encore en milieu rural. Et les méthaniseurs qui sont faits au jour d'aujourd'hui, ce sont des projets qui sont tenus par des financiers et non pas par des agriculteurs locaux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les agriculteurs, de financer des méthaniseurs. Donc là aussi, il faudra revoir le dispositif si on veut faire en sorte que, par la méthanisation, on trouve des débouchés. Et puis un dernier point, vous parlez des bioplastiques. En 2040, ça va être des bioplastiques, il n'y aura plus de pétrochimie, mais de la biochimie pour ces plastiques. On est au cœur du dispositif avec un pôle mondial de compétitivité autour de la bioéconomie. Mais monsieur le ministre, soyez attentif, parce que dans quelques semaines, dans le projet de loi de finances, vous allez remettre en cause le taux d'incorporation, comme ça a été fait à Bruxelles, du biogazole ou du diester dans le diesel, puisqu'il y a un taux d'incorporation moins important, et il y a une fiscalité qui va être mise à mal, et c'est cette fiscalité, avec des engagements pris par les gouvernements précédents, qui font que le modèle économique tient et qu'on peut faire la recherche sur des carburants de génération future ou sur les débouchés autour du bioplastique. Donc véritablement, il y a une incohérence à ce que vous proposez aujourd'hui et ce qui sera proposé demain dans le cadre du PLF. Bien, monsieur Masson. Je voudrais dire très brièvement, répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que cette loi sera applicable dans 22 ans et je pense que ce n'est pas nécessaire dès maintenant de vouloir la durcir au maximum. Si dans quelques années on s'aperçoit qu'il faut absolument interdire telle ou telle chose en plus de ce qu'on aura voté, on pourra toujours le faire. Bon, et il ne faut pas aller, je dirais, vers un durcissement extrême. Bon, on a le temps, on a 22 ans. Hein, on n'est pas en train de faire une loi qui va s'appliquer demain. Donc, le problème dans cette logique-là, hein, c'est qu'on peut avancer, on pose le principe, et puis il sera toujours temps de cadrer après. Je veux juste rappeler à tous les collègues que nous étions sur les explications de vote des deux amendements identiques et que beaucoup, donc ça va nous épargner des prises de parole, ont parlé sur les 5. Donc, je vais faire procéder au vote sur les deux amendements identiques, 58 rectifié bis et celui du gouvernement 104, avec un avis défavorable de la commission dans les deux cas et un avis favorable dans les deux cas par le gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les deux ne sont pas adoptés. Donc, formellement, je vais demander s'il y a des explications de vote sur le 42 rectifié, mais comme tout le monde a parlé sur l'ensemble, on va continuer. Il y a un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement sur l'amendement 42 rectifié. Qui est pour? Bien, même vote global? Même vote. Donc il est rejeté. Et puis il y a un 60 rectifié bis, amendement du groupe socialiste, où là il y a un avis défavorable de la commission et le gouvernement a demandé un retrait au profit de l'amendement 42. Monsieur Courteau, vous répondez au gouvernement, vous le maintenez, vous le retirez? On va le retirer au profit du 42. Qui vient d'être rejeté. Bien, il est retiré. L'amendement 43 rectifié, avis défavorable de la commission, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Article 2, donc 3 prises de parole. La parole est à monsieur Guillaume Gontard. Monsieur Guillaume Gontard, c'est pas lui qui arrive, non. Donc la parole serait à monsieur Jean-Louis Masson, qui n'est pas là. Donc la parole est à madame Elisabeth Lamure. Oui, pardon.
Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article 2 traite des conditions dans lesquelles la loi s'appliquera aux demandes de titres en cours d'instruction. Je rappelle qu'en raison de l'inaction de l'administration depuis de nombreuses années, ce stock de demandes est conséquent. Les plus anciennes, d'ailleurs, remontent à 2009. Alors, le gouvernement souhaite que la loi s'applique rétroactivement à l'ensemble de ces demandes, sauf décision de justice définitive, mais en pratique, d'ailleurs, aucune décision à ce jour n'est intervenue. Cette rétroactivité aurait donc pour effet de faire tomber l'ensemble des demandes d'octroi initial de permis de recherche, soit 42 demandes, ainsi que les 3 demandes d'octroi de concession qui ne relèvent pas du droit de suite. Or, le gouvernement nous demande d'adopter une disposition rétroactive, ce qui est contestable sur le plan des droits acquis et de la sécurité juridique, mais au surplus sans que nous ne connaissions véritablement ni son champ d'application effectif, ni ses conséquences financières pour l'État. Monsieur le ministre, nous avions compris des échanges avec votre cabinet que de telles demandes étaient sur votre bureau pour signature, mais vous aviez ensuite démenti vouloir signer de nouveaux permis devant notre commission. Qu'en sera-t-il exactement ? La prolongation récente du permis Guyane maritime serait-elle la seule exception ? Et si oui, sur quels critères vous êtes-vous fondé pour établir cette seule exception et pour exclure d'autres permis? Je pense en particulier aux 2 autres permis de recherche qui concernent les 2 autres zones au large de la Guyane. Sur ce second point, nous n'avons pas non plus d'évaluation, même approximative, des indemnisations que l'État devra verser. Or, ces indemnisations sont certaines, puisque la loi reviendra sur les effets légitimement attendus de ces demandes, pour lesquelles le gouvernement lui-même nous a rappelé que le droit en vigueur ne lui permettait pas de motiver des décisions expresses de rejet. Il y avait donc bien un droit qu'une loi rétroactive viendrait remettre en cause, ouvrant ainsi un droit à indemnisation. Alors pourrait-on au moins savoir si ces indemnisations potentielles seront de l'ordre de dizaines de millions, de centaines de millions, voire davantage? Je précise que l'État s'est déjà fait condamner à verser plusieurs millions d'euros d'astreintes non exécutées à ce jour, uniquement pour avoir tardé à répondre, et qu'il s'agirait là d'indemnisations non plus sur la forme, mais sur le fond, donc potentiellement plus importantes. C'est pourquoi je vous interroge, Monsieur le Ministre, quels éléments précis d'information pouvez-vous nous apporter sur ces 2 points? Je vous remercie. Donc, sur l'article 2, nous avons 4 amendements en discussion commune. Donc, l'amendement 21 rectifié, a priori par Monsieur Gay, mais il n'est pas là, il n'y a aucun des signataires. Donc, toujours en discussion commune, le 46 rectifié, Monsieur Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, une fois encore, cet amendement a pour objet de rétablir dans l'article 2 dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale. La Commission des affaires économiques du Sénat a restreint l'entrée en vigueur de l'article 1er prévoyant l'arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures aux demandes de titres déposées au 6 juillet 2017, tout en excluant les demandes en cours d'instruction. Afin de préserver l'esprit et l'efficacité du projet de loi, il convient d'appliquer ces dispositions aux demandes en cours d'instruction au regard de leur nombre, à savoir 73 demandes de titres d'exploration et 14 demandes de titres d'exploitation au 1er septembre 2017. En effet, une telle dérogation viderait, une fois encore, le projet de loi de sa substance. Tel est donc l'objet du présent amendement. Alors ensuite, l'amendement 108, amendement du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement 108, rédigé ainsi, la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code minier s'applique quelle que soit la technique utilisée à toute demande déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi d'octroi initial
ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une autorisation de prospection préalable, d'octroi initial ou de prolongation d'une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L111-6 du même code, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date, sous réserve, encore une fois, de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, enjoignant à l'administration de procéder à la délivrance ou d'autoriser la prolongation de l'un de ces titres. Donc, l'objet de cet amendement, l'article 2 tel qu'adopté à l'Assemblée nationale, en fait, ne faisait pas de distinction entre les demandes de titres, sauf celles pour lesquelles une décision de justice est passée en force de chose jugée, enjoignant ainsi à l'administration de délivrer ou d'autoriser la prolongation du titre. Il avait pour objectif de solder le stock de demandes en cours dans des délais les plus brefs après l'entrée en vigueur du projet de loi. Donc l'article 2 tel qu'il a été adopté en commission des affaires économiques du Sénat vise à instruire à nouveau les demandes implicitement rejetées ou dont l'avis rendu par le CGEIET avant le 6 juillet 2017 est favorable. Donc sont donc concernés en particulier les 42 demandes d'octroi de permis exclusif de recherche qui sont en cours d'instruction. Laisser la possibilité de délivrer ces permis, de notre point de vue, enfin de notre conviction, reviendrait à vider de son sens une fois de plus le projet de loi, et cela ralentirait substantiellement le côté progressif de l'arrêt de l'activité que, évidemment, souhaite amorcer d'une manière irréversible le gouvernement dès la publication de la loi. Donc cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes toujours en discussion commune et c'était M. Gay et Gontard qui n'étaient pas tout à fait arrivés. Donc si vous voulez défendre votre amendement. Oui. Vous l'avez défendu? Merci. Alors, toujours dans la discussion commune, l'amendement 65 rectifié bis, Monsieur Guillaume, Monsieur Courteau. Monsieur Courteau. Oui, cet amendement, écoutez, je ne vais pas développer et je ne reviens pas sur tout ce qui vient d'être dit par mes collègues. Mais il apporte en second lieu une précision rédactionnelle, tendant à éviter que les mots, je cite, « demande en cours d'instruction » ne soient interprétés comme se référant aussi à la phase d'instruction des requêtes et appels devant la juridiction administrative et n'ajoute ainsi implicitement à l'exception de choses passées en force de choses jugées prévues par le texte une exception de choses en l'état d'être jugées. Autrement dit, pour éviter toute confusion, il précise qu'il s'agit des demandes en cours d'instruction par l'administration. Merci. Donc nous avons trois amendements identiques, le 21 rectifié, le 46 rectifié et le 108, et le 65 qui est différent au niveau rédactionnel. L'avis de la commission ? Monsieur le Président, je vais répondre sur ces trois amendements identiques ainsi que le dernier, puisque c'est simplement une précision rédactionnelle pour dire que la rétroactivité sur les demandes et les titres en cours reviendrait d'une part à revenir sur les effets légitimement attendus des demandes déposées, puisque le gouvernement lui-même, je le redis, reconnaît que le droit intérieur ne lui permettait pas de les rejeter, et reviendrait d'autre part à sanctionner les demandeurs en raison de l'inaction de l'État au cours de ces dernières années. Là encore, je rappelle que les demandes les plus anciennes remontent à 2009, l'État ayant préféré garder le silence plutôt que de prononcer des décisions explicites de rejet qu'il aurait été bien en peine d'ailleurs de motiver. Là aussi, nous avons donc cherché à trouver un point d'équilibre entre l'exigence de sécurité juridique et l'objectif poursuivi par le gouvernement d'un arrêt de ces activités à l'horizon 2040. Ainsi, seules les demandes déposées au plus tard le 6 juillet 2017, c'est-à-dire la date d'adoption par le gouvernement de son plan climat, comportant l'annonce de la sortie progressive de la production d'hydrocarbures sur le territoire français à l'horizon 2040. Donc seules ces demandes seront concernées, ce qui évitera tout effet d'aubaine pour les demandeurs.
En revanche, l'encadrement du droit de suite, en vertu duquel la durée d'une concession ne pourra dépasser le 1er janvier 2040, sauf si la rentabilité de l'opération exige d'aller au-delà, sera applicable, y compris aux demandes en cours d'instruction. L'horizon de 2040 visé par le gouvernement est ainsi maintenu, y compris pour les demandes en cours, tout en préservant les effets légitimement attendus de ces demandes. Donc ça, j'ai rappelé ainsi la position de la Commission, ce qui fait que nous donnons un avis défavorable à ces amendements. L'avis du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, si je vous suis sur l'ensemble de ces amendements, je crains d'avoir des difficultés par la suite pour faire la démonstration de l'efficacité de cette loi que je vois petit à petit s'assécher. En tout cas, pour répondre à la question que vous m'avez posée, si j'ai signé le permis d'exploitation pour le projet de Guyane maritime, c'est que, comme je l'avais déjà expliqué, il faisait partie des droits acquis et que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Et donc, fort de ce principe que nous avons gardé pendant toute l'élaboration de ce projet de loi, nous avons évidemment respecté. Quant aux demandes qui ont été déposées mais qui ne créent pas de droit, ce sera éventuellement en contentieux qu'elles seront jugées selon le droit en vigueur qui sera celui de la future loi. Voilà. Alors, en ce qui concerne les amendements, sur l'amendement numéro 21, l'article 2 tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, je l'ai déjà expliqué, ne faisait pas de distinction entre les demandes de titre, sauf celles pour lesquelles une décision de justice était passée en force de chose jugée et qui donc enjoignait à l'administration de délivrer ou d'autoriser la prolongation du titre. Et il avait pour objet de solder le stock de demandes en cours dans les délais les plus brefs après l'entrée en vigueur du projet. Si d'avenir nous autorisions les permis qui étaient en attente, pour être très sincère, je ne pense pas que c'était simplement dû à la mauvaise volonté de l'administration. Je pense que les décisions se situaient peut-être plus haut, pour dire les choses le plus sincèrement possible. Ça nous ferait rentrer 42 permis supplémentaires. Très sincèrement, il y a un moment où, effectivement, là, je pourrais comprendre les arguments des uns des autres pour dire ça ne sert plus à grand-chose. Donc, je considère que sur l'amendement numéro 21, en tout cas, l'avis du gouvernement, il est favorable et il est évidemment sur l'ensemble des autres amendements. Voilà. Merci. Donc, je vais mettre aux voix les trois amendements identiques. Pas d'explication de vote. Donc, qui est favorable ? Qui est contre ? Les amendements ne sont pas adoptés. Même vote pour le 65 rectifié bis, puisqu'il y a une différence rédactionnelle. Non ? Non. Alors, 65 rectifié bis, explication de vote ? Monsieur le Président, la disposition adoptée en commission constitue encore une dérogation ou une porte ouverte qui réduit encore la portée du texte et rompt son équilibre. Cela va, selon nous, bien trop loin et à l'encontre des objectifs. Et nous nous interrogeons à ce rythme, que va-t-il rester de votre démarche, Monsieur le Ministre ? Que va-t-il rester ? Monsieur Béret-Debat, oui. Oui, à ce que vient de dire mon collègue ami Roland Courteau, parce que là, depuis un certain moment, nous sommes en train de détricoter le texte. Et tout ce qui en faisait sa substantifique moelle est en train de disparaître. Donc, comme nous l'avons dit et répété lors de la discussion générale, cette loi, Monsieur le ministre d'État,
telle qu'elle a été conçue, nous irait parfaitement. Là, elle est en train de nous faire changer d'avis. Et si ça continue, on sera contre ce que va nous proposer la majorité sénatoriale. Oui, Madame Lamure. Je voulais dire que je conteste le terme de détricotage, parce qu'en réalité, on a essayé au contraire de trouver un équilibre. Alors, simplement pour redire sur ce point, sur les permis en cours, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une volonté de l'administration ou, comme vous dites, une volonté beaucoup plus haut, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a une quarantaine de permis qui sont en souffrance et les plus anciens remontent à 2009. Moi, je rappelle que, d'après ce que nous disent les statistiques, c'est environ une concession sur 10 qui est accordée pour les permis de recherche. Donc, ça veut dire que sur une quarantaine de permis en attente, en admettant qu'il y ait ensuite une possibilité d'exploitation, ça voudrait dire 4 à 5 concessions. Est-ce que ces 4 à 5 concessions, vous ne voulez pas les accepter alors que nous les encadrons avec toujours la date limite de 2040 que vous avez indiquée et avec pas de possibilité de prolongation? Est-ce que vraiment ça s'appelle détricoter le texte que de dire peut-être que vous aurez 4 ou 5 concessions et au moins vous ne risquerez plus d'avoir des contentieux sur ces permis et d'avoir ensuite des indemnisations qui seront d'ailleurs légitimement demandées. Voilà pourquoi, encore une fois, ça n'est pas du détricotage, mais on essaye de sortir avec un texte propre. Merci. Madame Prima. Oui, je voudrais juste rajouter quelques éléments. Je voudrais vous dire que là-dedans, il y a aussi la parole de l'État. Quand ça fait 10 ans, 12 ans, qu'il y a des demandes d'autorisation qui sont sur les bureaux de l'État, il y a un moment, il faut être correct. Alors, vous n'étiez pas au gouvernement, l'administration qui était là n'était pas là, mais la position de l'État, le rôle de l'État est quand même mis à mal par ce genre de comportement. Alors, on peut avoir un État dilettante, mais je ne pense pas que c'est votre volonté, ce n'est pas notre volonté, il faut un État fort et un État qui prend des décisions, y compris quand il dit non. Mais voilà. Monsieur Labbé. Ouais, je trouve que vous êtes en train d'essayer de justifier ce qui est devenu là une posture sur le texte. Jusque-là, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, la tradition du Sénat, c'est d'enrichir le texte et on le fait très fréquemment et on le démontre. Et là, c'est un texte majeur. Qu'il soit symbolique, malgré tout, il est majeur et on est en train de le vider complètement. Alors que ce serait pour nous une fierté de travailler collectivement pour sortir un texte amendé, mais positivement pour qu'on en soit fier au niveau du Sénat. Moi, je me sens dérangé à cette heure-ci des débats parce qu'on sait aussi ce que va être la suite et c'est quelque part désolant. Monsieur Dantec. Madame Prima a parlé avec justesse de la parole de l'État. La parole de l'État, c'est la COP21. C'est l'État français qui a pris ses responsabilités pour remettre le monde dans un cycle qui permettrait de répondre aux défis majeurs du XXIe siècle. Ça nous pose des questions de mise en œuvre, réellement. Et on est là pour en discuter. Et en discuter sans posture. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est de rendre, mais ce texte ne sera pas adopté ainsi, il est évident que l'Assemblée nationale devra le restaurer et que, comme l'a dit Claude Berry-Debat, on va nous vers le vote contre pour montrer que c'est juste un groupe politique, la droite conservatrice, qui ne veut pas faire d'efforts sur le climat et qui l'assume, enfin qui a du mal à l'assumer quand même un petit peu. Or, il faut assumer vos amendements, assumer vos amendements. Si vous nous dites, on va avoir quelques soucis sur un certain nombre de concessions. Tout cela est compliqué, il faut se mettre autour d'une table. Il faut se mettre autour d'une table sur la Guyane parce que ça n'est pas simple. Et nous, on est conscients que ça n'est pas simple. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Systématiquement, à toutes les phrases du texte, vous l'avez vidé de sa substance. Si ce texte sortait du Parlement ainsi, la France n'est plus en mesure
d'être un leader sur le climat. Je crois que l'offre politique qui a été faite aujourd'hui par le gouvernement et par Nicolas Hulot, c'est que la France reste leader, avec un texte justement qui dit « Nous tenons la parole de l'État de la COP21 et nous en tirons les conclusions, y compris quand c'est compliqué sur les territoires, sur nos propres politiques publiques. » Vous faites l'inverse. Vous faites l'inverse. Vous avez dit, vous avez été nombreux à le dire, on bougera quand les autres bougeront, et les autres disent on bougera quand vous bougerez, et personne ne bouge, et le climat se réchauffe. Donc assumez ce que vous avez fait. Nous voterons contre pour marquer notre désaccord avec votre vision, mais allez pas maintenant essayer de nous expliquer qu'en fait, si, vous êtes des leaders de la lutte contre le changement climatique. Assumez. Oui, Monsieur Bourquin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la responsable de la Commission, je viens d'entendre votre intervention. Vous connaissez l'adage, il faut que tout change pour que rien ne change. Et il y a le feu à la maison. On est dans une situation où le changement climatique pose des problèmes inédits à l'humanité. Et j'ai en commission des affaires économiques encore l'intervention de M. Malgras, qui disait « ce cyclone-là, on ne l'a jamais connu. C'est quelque chose d'inédit, on ne sait pas ce que c'est. C'était une violence inouïe et on ne sait pas d'où ça venait. » Ben, c'est le changement climatique. C'est le changement climatique et ce qui va se passer aux îles Fidji, qui sont directement menacées, des personnes vont vous dire c'est des millions de réfugiés climatiques qu'il y aura demain. Si on ne bouge pas et si on ne fait pas ce qu'il faut. Des millions de réfugiés climatiques. Est-ce qu'on va continuer à faire comme M. Trump en disant tout ça n'existe pas, ou est-ce qu'on va prendre le problème à bras-le-corps et se dire enfin, abordons les vrais sujets et faisons en sorte que nous baissions les émissions de CO2. C'est cela qu'il s'agit. Et si on continue à faire comme avant, en disant « oui, on a voté un texte, mais on ne prend pas nos responsabilités pour qu'ensuite on change les choses, on baisse les émissions de CO2, eh bien, l'irréparable se produira. L'irréparable se produira. L'humanité est mortelle. On l'a découvert, l'humanité est mortelle, avec le stock d'armes nucléaires, mais non seulement, y compris avec le réchauffement climatique. Est-ce que demain, nous prenons ces problèmes et nous baissons les émissions de CO2 ? C'est cela qu'il s'agit, rien que de cela. Et lorsque, d'exception en exception, on met en pièces le projet de loi, eh bien, le projet de loi n'est plus votable, parce que ce n'est plus le même projet de loi. Madame Cartron ? Oui, moi j'ai bien entendu ce qui était évoqué, c'était ce soi-disant respect de la parole de l'État par rapport à des dossiers qui traîneraient depuis 12 ans. Mais on ne peut pas regarder aujourd'hui ces dossiers d'il y a 12 ans comme si le monde n'avait pas changé depuis 12 ans et comme si nous n'étions pas dans une nouvelle urgence. C'est-à-dire que des choses qui peut-être se regardaient d'une certaine façon il y a 12 ans ne peuvent plus se regarder ici de la même manière. Et donc, aussi les supputations pour dire « oh, mais on peut en regarder 10, 15, 30, derrière, il n'y aura que 2 ou 3 autorisations », mais ça, ce n'est pas possible par rapport à l'enjeu et à la responsabilité qui est devant nous. Donc, à la fois d'exception en exception, de dérogation en dérogation, eh bien, on perd tout à fait le fil. Et l'objectif qui était fixé, l'objectif ambitieux, et moi je disais, et je crois que le ministre l'a dit, on devrait avoir ce regard sans avoir les a priori politiques ou des postures plus ou moins politiciennes. Référons-nous à cette phrase, et en particulier pour tous ceux qui se réclament de cette majorité au Sénat, c'est bien le président Chirac qui avait dit « la maison brûle et on regarde ailleurs ». Eh bien, aujourd'hui, l'urgence est là et par des petites mesures alors si vous ne voulez pas de détricotage, mais de recul en recul ou de permission en permission, d'exception en exception, eh bien, je crois que malheureusement, notre terre va continuer à brûler et nous continuerons, nous, à regarder.
Monsieur Guay. Oui, rapidement, parce que mes collègues ont dit déjà beaucoup de choses, mais je constate quand même que ce projet de loi n'est pas si symbolique que ça. Parce que s'il était si symbolique, on ne s'échinerait pas à le vider de sa substance. C'est bien que quelque part, il pose, je le redis, un débat de fond. Ce débat de fond, c'est est-ce que nous sommes capables, dans un horizon proche, mais assez lointain, c'est-à-dire une vingtaine d'années, de sortir des énergies fossiles. Non pas parce qu'on a déjà la solution, non pas parce qu'on le souhaite, mais parce que c'est vital et nécessaire, parce que nous mettons en péril l'humanité, c'est-à-dire la planète et l'être humain, et tout son écosystème. Nous sommes face au mur, et je le redis, je l'ai dit en commission. Si nous ne prenons pas maintenant un acte politique fort, dans 20 ans, ici ou ailleurs, le politique ne pourra plus prendre de décision. Il sera déjà trop tard. Donc j'entends un certain nombre d'exceptions, mes camarades ont redit d'exceptions, de dérogation en dérogation, on est en train de tout vider. On rentre maintenant dans le vif et le dur du sujet. Si cet article passe en l'état, nous voterons contre, je le redis, et il faut bien qu'on se saisisse du moment que nous sommes en train de poser. Si nous votons cet article en l'état, alors nous vidons vraiment le projet de loi de sa substance, et c'est-à-dire que nous envoyons un signal fort à l'extérieur, c'est que nous n'avons pas pris conscience de l'urgence climatique. Donc je le redis, nous voterons les 4 amendements comme ils sont proposés, et s'ils ne sont pas adoptés, nous voterons contre l'article. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je dois reconnaître que ce soir, j'éprouve une certaine lassitude. Depuis 1992, où nous en savions suffisamment pour agir sur ce sujet, il nous a fallu pratiquement un quart de siècle déjà pour tenter de partager le constat. Je vois venir ici et ailleurs, parce que ces réserves, ces réticences, ces altermoiements, cette force toujours de se retrouver sur le plus petit dénominateur commun, je la vois également à l'échelle européenne. Et donc nous sommes partis peut-être pour mettre 25 ans encore pour se mettre à niveau, sauf que dans 25 ans, l'histoire nous jugera et elle saura que, en spectateurs parfaitement informés, nous avons laissé l'irréversible se produire. J'ai plus franchement les mots pour essayer de vous dire, parce que je pense que les alertes, les rapports et la démonstration, parce que vous évoquiez Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais pendant de très nombreuses années, avant même que cela se rapproche et que, évidemment, sous l'effet d'une proximité culturelle et patriotique, nous nous émouvions de ce qui s'est passé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais j'ai vu au Sahel, j'ai vu aux Philippines, j'ai vu en Océanie ce que ça représentait, que chaque année, effectivement, ce sont 3 fois plus de déplacés climatiques que de déplacés liés aux réfugiés. Mais j'ai surtout une cruelle conscience de ce que ça va provoquer dans un monde qui est déjà comme une communauté qui danserait sur un volcan en activité. Alors, j'entends bien les arguments des uns et des autres qui sont, par rapport au présent, individuellement tous recevables, mais par rapport à l'avenir, collectivement irrecevables. Voilà. Donc oui, parfois vous évoquez les arguments de très bonne foi et je les entends et je n'en doute pas. Mais je crois qu'on n'a pas pris la mesure, très sincèrement, de ce qui nous attend. On n'en fera jamais trop. Et pardon de le dire, mais quand je ne veux pas employer des mots déplaisants
je ne sais pas, le mot détricotage, peu importe, mais regardons ce qui reste. Si on continue comme cela, petit à petit, à vider de sa substance, interdiction des permis, sauf pour les hydrocarbures non énergétiques. Donc le champ est ouvert. Octroi des permis déposés. L'outre-mer exclu de la loi et ainsi de suite. Et puis, je voudrais simplement dire que accorder les permis actuellement, ceux que vous souhaitez, eh bien, on les accordera en 2017. Il faudra environ 10 ans de moyenne pour explorer. Restera 2027 à 2040 pour l'exploiter au mieux. Je ne suis même pas sûr que d'ailleurs ça soit très justifié sur un plan économique. Voilà, je voulais simplement vous livrer mon sentiment. Je n'ai pas l'intention de faire d'effet de manche, de montrer ma tristesse, mais je me dis qu'on n'a pas encore pris, je crois, la mesure de ce qu'il nous attend. La planète, ça l'a été dit, vous inquiétez pas, elle s'en sortira parfaitement. Dans un premier temps, comme d'habitude, ce sont les populations les plus démunies, y compris chez nous, qui vont trinquer, mais nous en prendrons également pour notre grade à un moment ou à un autre. Explication de vote, Madame Préville. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'était pour redire un petit peu les mêmes choses qui ont déjà été dites, mais c'est pour appeler tout le monde à un peu plus de responsabilité. L'enjeu nous dépasse largement et nous devons donc être clairement à la hauteur. Si on ne fait rien, les 2 degrés d'augmentation de température sur la planète seront effectifs et peut-être plus vite que prévu. Les inondations, les ouragans, la disparition des espèces, et nous sommes une espèce aussi sur Terre comme les autres, c'est notre disparition qui est en jeu. Donc nous sommes au pied du mur, j'en appelle donc encore une fois à la responsabilité de tous. C'était une belle loi, emblématique, on l'a dit, mais un petit pas à faire, et voilà, ça aurait été bien qu'on le fasse. Bien, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix donc l'amendement 65 rectifié bis, qui est pour, qui est contre, j'ai 2 personnes qui ont voté pour. Donc, il y a un petit doute. Je vais vous demander, avant de faire de Boissy, de relever la main. Qui est pour? Alors, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21. Qui est contre? 16. L'amendement n'est pas adopté. Donc je mets aux voix l'article 2, qui est pour l'article 2 ainsi. Donc il est pour l'article 2 simplement. D'accord. Qui est contre? Donc l'article est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dont je veux rappeler l'intitulé ainsi rédigé. Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public, d'une part par le groupe Les Républicains et d'autre part par le groupe Socialiste et Républicain. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Voici le résultat du scrutin numéro 6 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 331, pour l'adoption 190, contre 141. Le projet de loi est adopté. Monsieur le ministre souhaite s'exprimer? Non? Non, Monsieur le Président, je ne souhaitais pas forcément m'exprimer, mais puisque vous me donnez la parole, vous comprendrez que je ne vais pas exulter. Les arguments qui ont été opposés, pour dire la vérité, qui affaiblissent quand même le texte, je l'ai dit hier, sont recevables individuellement et surtout quand on les met dans, je dirais, le logiciel du temps présent. Mais ils ne sont pas recevables si on se tourne vers l'avenir. Et je crains que, ici et ailleurs, nous nous entêtions à sacrifier l'avenir au présent. Je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que je sais que l'exercice est difficile. Je sais que l'objectif qui nous est imposé pour éviter que l'avenir nous échappe nous demandera beaucoup plus d'efforts que ce que cette loi nous en demandait. Beaucoup plus. Et quand je vois que, déjà, sur cet effort-là, qui ne me semblait pas quelque chose d'irréaliste, et qui, me semble-t-il, n'est qu'un maigre échantillon de ce que nous devrons faire, ou pire, de ce que nous devrons subir. Même là, nous avons trouvé de bonnes raisons, et je ne dis pas qu'elles sont encore une fois de mauvaise foi, mais pour essayer toujours de tirer les choses vers le bas. Donc oui, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je sais que nous sommes dans un moment déterminant, parce que déjà nous avons entendu, et souvent pour des arguments que certains ont oubliés, qui nous ont dit pendant très longtemps que tout cela n'était pas avéré, et le doute avait probablement des raisons d'être, parce que ça paraissait assez extraordinaire que l'homme puisse s'être mis dans cette situation de vulnérabilité, et je comprends qu'il ait fallu que la science vienne valider la réalité des changements climatiques et la responsabilité humaine, mais enfin, j'aurais préféré qu'on réagisse un peu plus tôt, et puis qu'au moins que celles et ceux qui pendant longtemps ont douté, maintenant que le diagnostic est partagé, on essaie au moins de se rattraper en rehaussant notre ambition. Donc oui, je reste inquiet, mais bon, je dis qu'ici et ailleurs, les séquences ne sont pas totalement terminées. Mais voilà, vous savez, je pense souvent à cette phrase, je ne sais plus comment s'appelait le philosophe qui le disait d'une manière un peu ironique. Il disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Bon, je voudrais qu'on lui donne tort, parce que nous avons, c'est encore une chance, encore notre destin dans les mains. Et je le dis sans du tout esprit moralisateur, mais je pense que c'est encore une chance, nous pouvons décider collectivement. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir décider si longtemps que ça. Donc voilà, je suis dans l'embarras parce que tout le monde est de bonne foi dans cette affaire. Mais je pense que ce qui différencie, c'est que je ne pense pas que tout le monde ait pris vraiment la mesure de ce qui nous pend au bout du nez. Et puis, moi je pense à certains pays qui sont d'ores et déjà impactés, le mot est faible, ça se chiffre en centaines de milliers de victimes, voire beaucoup plus. Et malgré ça, qui eux-mêmes, et je vous invite à regarder les efforts que ces pays ont pris, leurs propres engagements, qui, quand on regarde proportionnellement à leur capacité, à leurs facultés, alors que historiquement ils ne sont pour rien dans ce dérèglement climatique, ben je me dis que le message qu'on leur envoie un peu de timidité, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai du mal à l'assumer. Voilà, je dis simplement, voilà, je vous livre spontanément mon sentiment. Je pense que, encore une fois, j'ai bien compris certains en début de ces débats et de ces réflexions et de
de ces échanges disaient mais c'est pas grand-chose ou ça sert à rien. Ben, c'est pas grand-chose, on n'y arrive même pas. Et puis on oublie encore une fois que tout ça fait partie d'un dispositif complet qui va s'agréger de jour en jour, qui ne m'a pas attendu pour d'ailleurs commencer à s'élaborer. C'était une brique supplémentaire, mais très importante. Symbolique, certes, mais beaucoup plus que symbolique. Beaucoup plus que symbolique, parce qu'il y a un moment, encore une fois, il faut se mettre en phase, en cohérence avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et quand on dit que les énergies fossiles sont la cause principale des dérèglements climatiques, ben, le premier signal qu'il faut donner, c'est qu'il faut y renoncer. Alors, comme on ne peut le faire pour l'instant qu'à l'intérieur de notre frontière, vous disiez que tout à l'heure qu'il faut que la France soit suivie. Ben, pour être suivie, encore faut-il qu'elle soit en tête. Elle l'a été dans la mise en œuvre de l'accord, enfin, dans l'établissement de l'accord de Paris. À ce stade, elle ne l'est pas encore dans la mise en œuvre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il est aussi de mon devoir, de ma responsabilité, de remercier quand même le travail que Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur et les uns et les autres, vous avez quand même fait dans la préparation de ce texte au Sénat. Voilà, je vous remercie. Voilà pour l'adoption de ce projet de loi Hulot qui vise à cesser l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en France d'ici à 2040. Un texte qui a été très largement modifié par le Sénat, tant et si bien que le ministre a jugé que le Sénat avait vidé le texte de sa substance. D'ailleurs, ce texte a été adopté par la droite et le centre avec 190 voix pour, tandis que la République en marche et la gauche ont voté contre par 141 voix. Notez que la droite sénatoriale a ajouté de très nombreuses dérogations afin de permettre l'exploitation d'hydrocarbures au-delà de 2040 et notamment dans ce qu'elle appelle les usages vertueux des hydrocarbures, par exemple lorsqu'il n'y a pas de combustion pour bien fabriquer des textiles, des matières plastiques ou encore pour utiliser la chaleur dégagée lorsque on puise et que l'on va chercher des hydrocarbures dans le sous-sol. Il ne sera donc pas évident de voir députés et sénateurs arriver à un compromis en commission mixte paritaire. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.